Bonjour Emmanuel, est-ce que ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Emmanuel, en commençant, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton enfance? Comment est-ce que tu as vécu? Fils d'une mère monoparentale, père absent. Ma mère avait des problèmes de consommation de drogue, santé mentale, donc beaucoup d'instabilité, beaucoup de précarité. Lorsqu'on rentre un peu dans l'adolescence, c'était comment pour toi ton adolescence? Parce que tu parles que ta mère avait peut-être des problèmes de santé mentale, elle consommait aussi. Alors, comment est-ce que tu as vécu cette adolescence-là? Je pense que l'insécurité que j'avais vécue puis la précarité ont donné place à... J'ai essayé de compenser en trouvant des moyens un petit peu de compenser, puis de trouver des solutions à ce qui causait mon malaise. Fait que rapidement, je me suis orienté vers des façons de faire de l'argent. Lorsque tu parles que tu as trouvé des moyens pour compenser, est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus en détail sur ce que tu veux dire par ça? J'étais ouvert à tout. Tu sais, je te dirais, à 13 ans, j'ai commencé à passer le journal. À 14 ans, j'ai commencé à travailler chez McDo. Quand je suis arrivé à l'école, j'ai eu la chance d'aller à l'école privée pendant quelques années. Quand je suis arrivé à l'école publique, puis que j'ai remarqué que les gens vendaient du pot, aussitôt, je me suis mis à embarquer là-dedans. Puis j'avais pas de repères moraux. Fait que rapidement, c'est ce que j'ai commencé à faire. Tu as vendu du pot pendant combien de temps? Pas très longtemps, peut-être un an et demi. Rapidement, je me suis mis à en fumer. Fait que c'était plus rentable. J'ai eu une opportunité, puis je me suis mis à vendre du crack. C'est qui t'a donné cette opportunité-là? Je te mentionnerai pas de nom, mais c'est un ami avec qui j'allais à l'école qui était connecté avec un groupe criminalisé à l'époque. Okay. Et puis, il était présent au centre-ville de Montréal. Fait que les portes se sont ouvertes, les choses se sont alignées. Tu avais quel âge quand tu dirais que tu as commencé à vraiment sentir que tu étais dans le milieu criminel? Je pense que j'ai grandi dedans. Tu sais, j'ai grandi dans un environnement marginalisé. Ma mère elle-même avait des valeurs marginales. Je raconte souvent l'histoire, là, tu sais, mais quand j'étais petit, je me souviens très jeune, là, ma mère qui me dit « Tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie, sauf être un prêtre, être dans la police ou dans l'armée. Okay. » Donc, c'est ça, ses valeurs, un petit peu. C'est quoi vendre du crack pour un adolescent? Tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'adolescents, des fois, maintenant, qui pensent que vendre de la drogue, c'est cool. Tu sais. Mais c'était-tu dangereux dans le temps? Je pense que j'étais inconscient. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y avait un danger. En même temps, j'avais un sentiment d'invincibilité. Puis je pense qu'il y a aussi le fait de vivre dans la précarité. Si ta vie est toujours dangereuse, tu te retrouves dans une autre situation dangereuse, tu n'arrives pas à bien évaluer le risque. Fait que c'est quoi ton point de repère, dans le fond? Puis je ne l'avais pas à cette époque-là. T'es-tu déjà retrouvé dans une situation dans ces moments où ce que tu vendais de la drogue, où ce que il y a eu un conflit, mais qui aurait pu dégénérer? Ah, mais c'était constant. Tu sais, j'ai grandi dans un environnement avec des amis, dans des quartiers où c'était des choses qui étaient communes. Là, tu sais, je me suis fait poignarder à 18 ans. Je suis arrivé à l'hôpital cliniquement mort, pas de pouls, pas de respiration. Avant ça, j'avais été dans plusieurs batailles. Je m'étais fait poignarder aussi à l'école secondaire, en secondaire 4. Okay. Ces choses-là étaient comme normales pour moi. Est-ce que tu dirais que à cause de un peu ce parcours-là, ça a développé une certaine carapace en toi qui était un peu comme tu t'en foutais un peu? Je pense que c'est plutôt l'inverse. J'avais la carapace, c'est ça qui m'a amené à suivre ce parcours-là. OK. Très rapidement, tu sais, je pense que j'ai grandi dans un environnement où mes émotions n'étaient pas validées, où ce que je ressentais, ce que je vivais, c'était pas validé. Fait que je me suis rapidement déconnecté de ça, puis progressivement, je me suis déconnecté de presque tout, tu sais, puis je suis devenu presque une machine. Tu sais, je me souviens, mes amis ils disaient comme « Ah, Manny, c'est une machine ». Puis pour moi, c'était une source de fierté. Intéressant. Puis, si on se rapproche un peu plus de l'incident du meurtre dans lequel tu as été impliqué, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, j'avais une opération au centre-ville de Montréal. Fait que je t'expliquais, je me suis mis à vendre du crack 17 ans. On se retrouve 4 ans plus tard, j'ai 21 ans. J'ai une business qui roule assez bien. On fait des bons chiffres. Puis j'ai des vendeurs qui travaillent pour moi. Fait que j'ai comme tout un petit réseau. Il y a un gars qui s'est mis à fournir mes vendeurs, qui à une époque avait été un de mes bons amis, tu sais. Il s'appelait Sonny. Puis à ce moment-là, tu sais, je te parlais de froideur, d'être déconnecté. Je cherchais juste une solution au problème du fait qu'il avait fourni mes vendeurs. Puis c'était pas la première fois. Fait que simplement, la solution la plus définitive puis la plus simple,
parce que je n'étais pas capable de prendre en considération l'aspect humain. OK. C'était de le tuer. Parce que c'était définitif, il n'allait pas revenir. Est-ce que cette réflexion-là que tu t'es dit, ben la solution serait de le tuer, c'est-tu une réflexion ou une décision que tu avais déjà vécue avant? Tu parles d'envisager de tuer Ouais. quelqu'un? Je pense que c'était normal. Tu sais, tu me demandes comment on se retrouve à ce point-là. Tu sais, j'ai grandi dans un environnement où j'ai des amis qui se sont fait tuer, j'ai des amis qui ont tué des gens. J'écoutais de la musique qui validait ça aussi beaucoup. Tu sais, je pense que j'étais pris dans un pattern où je pouvais vivre dans un environnement puis m'isoler, puis tout ce que je pensais était comme toujours validé puis toujours renforcé. Fait que oui, je pense que c'était juste normal pour moi. Tu sais, fait que c'était une réflexion commune. J'avais une arme à feu, mes amis avaient des armes à feu, on avait des guns, puis ça nous semblait normal. C'est normal. Parfait. Puis, si on rentre un peu plus dans les détails, est-ce que tu pourrais nous expliquer, mais ce soir-là ou ce jour-là, lorsque tu as pris la décision d'exécuter ce plan-là, comment ça s'est passé exactement? Donc, je peux te ramener, mettons, à la veille, ou je vais te ramener même à la fin de semaine qui a précédé. J'avais pris des vacances, puis quand je suis revenu de vacances, il y avait des problèmes avec les chiffres. Fait que les ventes ne fitaient pas, puis il y avait un problème. Fait que je me suis mis à poser des questions. J'avais des gens qui géraient un petit peu les chiffres. Fait que j'avais un chiffre de jour, un chiffre de soir. Fait que je me suis mis à parler avec mes gérants, puis les gars, ils disaient « Ah oui, bon. » Fait que finalement, j'ai identifié où est-ce sur le chiffre de qui il y avait eu un problème. Je suis allé voir ce vendeur-là, j'ai posé des questions. Ça a pris un petit peu de temps avant qu'il me donne les vraies réponses, si tu veux, mais il a fini par admettre que oui, il s'était approvisionné ailleurs que dans notre stock. Tu sais. OK. Fait que quand il m'a dit c'était qui, il faut que tu comprennes, à ce moment-là, mon identité était tellement liée à être un vendeur de drogue. Mes relations étaient toutes centrées autour de ça. J'arrivais pas à concevoir autre chose. Fait que je l'ai vécu comme une attaque personnelle. OK. Fait que j'ai cherché une solution. Puis j'ai passé la journée, c'était un mardi, à essayer de trouver une solution, trouver une solution, trouver une solution. Puis finalement, la seule solution qui m'apportait une paix, parce qu'elle était définitive, c'était l'idée de le tuer. Est-ce que avant même d'arriver à cette solution-là, est-ce qu'il y avait eu un genre de temps où ce que vous vous êtes parlé, toi et cette personne-là? Donc, c'était pas la première fois que ça se produisait. OK. C'était un problème qui avait été récurrent. Il y avait un historique de faire ça. Puis à cette époque-là, c'est ça. J'étais tellement impliqué dans cette mentalité-là, endoctriné, que j'en suis venu à justifier mon geste par ça. Si je te demande de nous ramener maintenant vraiment à la soirée de l'acte, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? Ouais. Fait que je me suis levé le matin, j'avais une routine, donc je cuisais du stock, je le préparais, j'ai fait ça le matin. Puis j'ai reçu l'appel d'un ami, puis mon ami qui me raconte qu'il y a une voiture louée, mais qui n'est pas louée à son nom. Histoire courte, l'auto est intraçable. OK. Fait que mon plan initial, qui avait été de l'abattre en avant de chez lui, change pour dire, bon, on va le prendre dans la voiture, puis on va aller faire ça ailleurs. Fait que mon ami vient chez nous, on fume un joint, puis je lui partage mon plan, mon projet. L'idée de dire, Sonny me cause des problèmes avec ça, je vais aller le tuer. Puis pour te donner une idée dans l'environnement dans lequel je vis, mon chum, il dit, ah, OK, let's go. Simple comme ça. Simple comme ça. Puis avant qu'on parte, mon partner, il cogne à ma porte. Fait que c'était vraiment un addon. Puis c'est drôle parce que je restais dans un building, donc c'était difficile de rentrer. Il fallait sonner en bas, puis il y avait tout un processus. Puis il arrive à ma porte, puis il dit « Ah, qu'est-ce que vous faites, les boys? » Puis là, je lui explique, tu sais. Je dis « Tu sais, la situation qu'on a eue avec Sonny, voici la décision que j'ai prise, puis c'est la solution que je vais mettre en place, tu sais. » Puis je lui ai dit comme « You wanna roll? » Puis il a dit « All right, I'm about it. » Puis on est juste parti. Puis il n'y a personne qui a questionné, il n'y a personne qui a dit « Hey, qu'est-ce qu'on fait? » Ouais. C'était tellement normal. Donc on part dans la voiture, on s'en va chez lui. Puis là, je lui raconte une histoire pour le faire embarquer dans l'auto. Fait qu'il va embarquer dans l'auto.
Puis on va partir. Donc, à cette époque-là, j'ai aussi une opération à Drummondville. Donc, j'ai comme une petite opération aussi où on vend du crack là-bas. J'ai 2 vendeurs. Fait que notre idée, c'est d'aller là-bas puis de voir un spot où est-ce qu'on pourrait faire ça. Fait qu'on part vers Drummondville. Puis je pense qu'à ce moment-là, Sony commence à réaliser qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, mais... Comment ça, si tu me permets, c'est quoi qu'il dit? Parce que vous êtes dans l'auto, tous ensemble. C'est quoi sa réaction? Comment est-ce qu'il réagit? Tu sais, il y a une volonté. Tu sais, je pense que quand tu es dans une situation vraiment périlleuse, il y a comme un désir, ou en tout cas peut-être un réflexe de survie qui serait de dire j'essaierai de ne pas faire de vagues, puis peut-être que ça va bien se passer. Tu comprends? Plutôt que de dire on va faire un point de friction, puis on verra qu'est-ce qui va se passer. On se dit, ben on va continuer, puis tantôt, ça va peut-être bien se finir. Tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui se passe. Il est très calme, il est très tranquille, mais il perçoit que ça va pas super bien, mais il suit la vague. Je pense que c'est vraiment comme... c'est ça, de ne pas causer de problème en se disant, bon, ben peut-être que je vais réussir à m'en sortir, dans le fond. Par la suite, vous arrivez à Drummondville? On arrive à Drummondville. Mon ami parle au gars là-bas, on trouve un spot. Fait qu'on repart dans la voiture, puis on se retrouve dans le bois. Puis là, je vais l'amener dans le bois. Puis si tu me permets, en descendant du véhicule, puis que tu rentres dans un boisé avec lui, est-ce qu'il mentionne certaines choses? Il va plaider. Tu sais, là, il réalise où est-ce qu'il est. Puis quand l'arme à feu sort, ça devient pas mal clair qu'est-ce qui se passe. Puis à ce moment-là, c'est ça. Il va se mettre à plaider, puis à dire « Je vais partir de la ville, tu ne m'en verras plus. » Mais à ce moment-là, mon idée est faite. Okay. Je suis prisonnier de cette idée-là que j'ai prise, de cette identité-là de « Je suis un vendeur de drogue, je suis un gangster, c'est ce que je fais. » Puis là, j'ai dit que j'allais faire ça, fait qu'il faut que je le fasse parce que je vais être fidèle à ce que j'ai dit, dans le fond. Je me suis coincé dans quelque chose. Fait que je continue. Je me pose pas de questions. On s'en va dans le bois, puis je vais l'abattre. Puis on va revenir, moi puis Gabriel. On va rembarquer dans l'auto, puis on repart. So, une fois vous êtes dans le bois, il commence à plaider. Est-ce qu'à aucun moment, que ce soit toi, les autres amis qui sont proches de toi, y a-t-il quelqu'un qui s'est dit peut-être qu'on ne devrait pas faire ça? Ouais. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de réaliser ça, tu sais. Quand on est arrivé et qu'on a stationné l'auto, les 2 gars qui étaient avec moi sont sortis. Donc, on s'est retrouvés tous sortis, sauf Sony qui était encore dans l'auto. Okay. Puis tantôt, je te parlais de l'idée de ne pas faire de vagues, puis... Tu sais, puis ça te donne une idée. Fait qu'il est resté dans l'auto, il n'a pas fait de bruit. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il pensait, mais il essayait de... Je sais pas, tu sais. Puis on se retrouve les 3 dehors, puis mes 2 amis qui disent Bro, on fait ça demain. Ça sert à rien qu'on s'en aille. On fait ça demain, on remet ça à demain. Puis dans ma tête, c'est tellement incohérent qu'est-ce qu'ils me disent. Okay. On est là, on est ici, on a décidé, j'ai décidé que c'était ça qui se passait. I'm gonna see it through. Tu sais, fait c'est ça. Je me suis engagé dans quelque chose, puis tellement insécure, puis incapable de dire, ben je vais changer de voie parce que je réalise que c'est peut-être pas la bonne voie. Non, je vais persévérer dans ce chemin-là juste parce que je m'y suis engagé. So, une fois que vous êtes les 3, vous êtes sortis. Finalement, vous dites à Sony de sortir. Celui-ci qui plaide un peu sa cause. Vous rentrez dans le bois. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pas grand-chose, tu sais. Puis il va se mettre à plaider dans le bois. Fait qu'à la base, il va plaider dans le bois. Je vais sortir l'arme à feu. Puis je vais tirer. Puis le gun va jam. OK. Clic. Si tu as déjà utilisé une arme à feu, ceux qui ont déjà utilisé une arme à feu vont savoir, c'est un sentiment un petit peu déconcertant. Fait que j'essaie de déjam. Finalement, je réussis. Pas de réflexion encore.
sais, tellement prisonnier du moment. Bam, puis je tire, puis je viens pour tirer encore, puis il jamme encore. Puis là, j'essaie. C'est trop compliqué. Puis j'abdique comme, je dis, bon, ben c'est correct, c'est ça qui s'est passé, puis je repars. So, à ce moment donné-là, tu l'as tiré 2 fois dessus. Une fois, donc il a pris fois. une balle, ouais. OK, so, il a pris une balle. D'après ce que tu vois, il n'est pas encore décédé. Non, c'est ça la partie, tu sais. Aujourd'hui, la partie qui reste avec moi, c'est cette partie-là de souffrance, de dire, ce gars-là était dans le bois. À quel point est-ce que c'est épeurant? Un, d'être dans le bois tout seul. Encore d'être dans le bois avec une balle à l'abdomen. Puis combien de temps il s'est dit, ils vont venir me chercher? Ils ne vont pas me laisser ici. Combien de temps il s'est accroché à cet espoir-là? Qu'est-ce qu'il a vécu dans ce moment-là? Tu sais, j'ai pas ces réponses-là. À ce moment-là, je ne me suis même pas posé. Mais aujourd'hui, la chose qui reste avec moi, c'est ça. Ce moment-là de désespoir, de peur, de douleur. Sûrement atroce puis intense, là, tu sais. Est-ce que, lorsque vous décidez de quitter dans le chemin du retour, c'était comment la route? Y a-tu un dégât? Ou parce que toi-même, tu dis que tu n'as pas nécessairement pensé à ce qu'il pouvait vivre, mais est-ce qu'un de tes amis qui était avec toi en a parlé? Comment ça s'est passé? Je suis rembarqué dans l'auto. Gabriel est rentré dans l'auto avec moi. On est reparti. Pas de conversation, silence total. En même temps, c'est ça, tu sais, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui vient de tuer quelqu'un devant nous? Donc, tout le monde est un petit peu sous le choc. Mon esprit, à moi, se met tout de suite à penser, OK, comment je me débarrasse de l'arme? Qu'est-ce que je fais avec l'arme? C'est quoi le plan? Mais sinon, c'est ça. C'est un retour hyper silencieux. Je le sais que on regarde un peu les petites capsules que tu fais, tu sais, puis tu mentionnes dans une de ces capsules-là que le corps a été retrouvé seulement 2 mois après l'acte. Alors, moi, ma question que j'aurais pour toi, c'est, pendant ces 2 mois-là, on le sait que tu as mentionné que tu vivais de l'anxiété, mais est-ce que tu étais capable de dormir? Est-ce que la vie reprenait son cours pour toi? Donc, je t'explique un petit peu les étapes, tu sais, mais ça va se produire un mercredi. Le jeudi, je vais revenir. Le jeudi, tout est correct. Le vendredi, je vais recevoir un appel. Ils ont arrêté Gabriel, qui est mon partner. Donc là, il y a un petit peu de pression policière qui s'installe. En même temps, je suis tellement au-dessus de mes affaires que je me dis que tout est correct, ils ne peuvent pas me pogner. Rapidement, son père va faire la première page du Journal de Montréal en tenant une photo de son fils, « Ramenez-moi mon fils ». Fait que, il y a de la pression qui s'installe. Puis rapidement, la police va se mettre les crimes majeurs vont se mettre à être plus présents. Puis un jour, ils vont même débarquer chez nous avec pour résultat que je veux dire, c'est pas sécuritaire parce que il faut se souvenir que je suis encore en train de faire du trafic de drogue. Tu sais, j'ai pas lâché ma job parce que j'ai fait ça. Puis ils vont débarquer chez nous. Puis je me souviens, j'avais des fixtures comme des luminaires. OK. Puis je cachais mon stock dans le plafond, tu sais. Puis je me souviens, le policier, il était en dessous de la lumière où est-ce que le stock est caché. Puis là, il me dit, c'est ça, bon, t'es suspect, non, qu'est-ce que t'as à dire? J'ai rien à dire. OK? En tout cas, on continue à te checker, non, inquiète-toi pas. Parfait. Fait qu'ils repartent. Puis à ce moment-là, ma priorité numéro 1, tu sais, quand je te dis que j'étais prisonnier vraiment de cette identité-là, c'est que la business, elle continue de rouler. Fait que je ne veux pas mettre en péril ma business juste parce que faut que je deal avec la pression policière pour un meurtre. Qui serait sur son dos, je crois. Fait que j'arrive rapidement à trouver une solution, si tu veux. Fait que j'avais 2 partenaires avec moi dans ma business. Puis je leur dis, écoutez, moi, je vais partir, je vais vous laisser gérer la business. Je ne veux pas brûler la business. Si la pression est sur moi, ça ne vaut pas la peine de brûler pour ça.
Fait que c'est ce que je vais faire. Fait que je vais juste partir. Puis si tu me permets, pour revenir à quelque chose que tu as mentionné, lorsque tu as vu le père de la victime dans le Journal de Montréal en demandant s'il vous plaît, ramenez-moi mon fils, est-ce qu'à ce moment-là, tu as vécu certaines émotions? J'étais tellement... Quand je te dis, là, déconnecté, là, rien. J'étais froid. Il n'y avait aucune réflexion, il n'y avait aucune partie de moi qui était connectée à mon humanité. Fait qu'encore moins l'humanité de quelqu'un d'autre. C'était vraiment... c'était un inconvénient pour moi, le fait qu'il soit dans le journal. Ah, ça va amener de la pression. Sinon, j'étais tellement égocentrique, tellement focusé sur moi, puis incapable de percevoir quoi que ce soit qui se passe autour, que je ne pouvais même pas l'imaginer. En fait. Puis là, tu mentionnes que, OK, tu décides de dire à tes partenaires que pour le bien-être de la business, c'est mieux que toi, tu te retires un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? On s'en va à l'hôtel quelques jours. Essayer de voir où est-ce qu'on s'en va parce que je ne veux pas rester à la maison. Je m'en vais à l'hôtel. Je fais ça pendant un petit bout. Finalement, on a une opportunité d'aller rester dans un appartement dans le West Island. Fait que je pars du centre-ville, je m'en vais dans le West Island. Ça fait aucun sens ce que je fais. Tu sais, aujourd'hui, en rétrospective, je suis capable de voir que j'étais comme complètement désorganisé, tu sais, mais à ce moment-là, j'essaie juste de comme trouver des solutions un petit peu, là, tu sais, mais j'ai pas de plan, j'ai pas de vision, j'ai rien. Fait qu'on se retrouve, c'est ça, à rester dans le West Island. Puis le résultat va arriver que, c'est ça, 2 mois plus tard, ils vont découvrir le corps. Puis je me rappelle de l'appel de me faire dire « Regarde à LCN ». Puis je regarde à LCN, puis la découverte du corps est là. Puis je me mets à trembler, là, mais tout mon corps tremble. J'essaie de fumer une cigarette. Puis si on essaie de décrire cette réaction-là par un sentiment, tu penserais que ce serait quoi? Ah, je pense même pas qu'il y ait un sentiment. C'est une réaction strictement physique. Je suis rendu tellement loin. Je suis rendu tellement loin qu'il n'y a même pas de... C'est ça. Il n'y a pas de... Puis je suis encore tellement loin aussi d'avoir un sentiment, mais même mon corps réagit. Tu sais, je pense qu'on peut se déconnecter de sa conscience pendant un certain temps, mais à un moment donné, il y a des choses où le corps lui-même va réagir. Puis c'est ça qui se passe avec moi à ce moment-là. Ouais. Fait que je fume beaucoup de weed, beaucoup de cigarettes, beaucoup de stress. Puis par la suite, qu'est-ce qui se passe, là? Donc, ils découvrent le corps à la mi-novembre. Le 9 décembre, ils vont débarquer chez nous, les policiers, avec un mandat d'arrestation. Ils vont me prendre, ils vont m'amener au bureau des crimes majeurs, qui à l'époque était à la place Versailles. Puis de là s'entame le processus judiciaire qui va s'avérer, maintenant je le sais, là, mais très, très long. À ce moment-là, je suis convaincu qu'ils vont me laisser. Est-ce que à aucun moment, tu t'es dit, ah, ils ont arrêté mon partner qui était avec moi pendant le crime. Est-ce que mon partner m'aurait délaté ou aurait dit quelque chose sur moi? C'est drôle à dire, hein, mais j'étais tellement confiant, ou peut-être innocent. Tu sais, je pense que c'est une fine ligne, mais j'aurais jamais pensé qu'il ferait ça. C'était mon partner. Tu comprends ce que je veux dire? Il y avait une solidarité dans mon esprit entre nous, que je ne pouvais même pas envisager ça. Mais évidemment, quand j'ai vu le mandat d'arrestation et que son nom n'était pas dessus, ça n'a pas été long que j'ai su ce qui s'était passé. Mais si tu m'avais demandé avant ça, non, dans ma tête, je me disais, on est solide. Puis tant qu'on reste solide, ils ne nous auront pas. Puis là, bon, on t'emmène au crime majeur. Le processus est long, tu es détenu. Est-ce qu'à ce moment-là, il commence à avoir des petits regrets ou pas du tout? Rien. Je suis encore en mode survie, puis encore en train de m'accrocher à l'idée que je vais être acquitté. Ils n'ont pas de preuves. Ils ont juste le témoignage de mon partner. C'est tout ce qu'ils ont. Fait que je m'accrochais à ça,
à l'idée que je vais être acquitté parce que son témoignage n'est pas tant solide. Puis il donne plusieurs témoignages différents à différentes étapes du processus. Il a fait beaucoup de déclarations, puis il change ses histoires, puis tout. Fait que mes avocats me disent que non, tu sais, comme c'est un bon dossier. Fait que c'est ça, non? Je suis vraiment convaincu. Je te dirais, j'ai hâte à mon procès parce que je suis convaincu que je vais être acquitté. Je trouve que c'est long avant d'avoir mon procès. Donc, ça va prendre 22 mois avant que j'ai un procès. Puis ces 22 mois-là me semblent une liberté. Puis tu mentionnais que vous étiez 3. So, qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre personne? Ils ne l'ont jamais attrapé? Non, il s'est fait arrêter aussi. Fait qu'on s'est fait arrêter les deux. Charge de meurtre. Les 22 mois vont se passer. Ce processus-là va se dérouler. Finalement, lui, il va choisir de plaider coupable à une accusation moindre. Fait que la couronne va lui faire une offre. Fait qu'il va plaider à une accusation moindre. Il ne viendra pas témoigner au procès. Fait qu'il s'en sort. Il a pris une sentence de peut-être un petit peu moins que 7 ans, je pense. Puis par la suite, toi, tu as continué à dire « je suis non coupable là-dedans ». En bas, parce que j'étais coupable. Tu comprends? Il n'y a pas de sortie. Fait que le mur, il est devant moi. Il faut que j'aille le plus vite possible puis le plus fort possible si je veux réussir à passer à travers. Puis aucune réflexion de dire est-ce que je fais d'autres choses? Est-ce qu'il y a une autre solution? T'sais? Fait que je poursuis. Puis il faut comprendre aussi c'est quoi les conséquences. Calcul à cette époque-là, fait que je me fais arrêter à 21 ans. Finalement, mon procès aura lieu, j'aurai 23 ans au moment de mon procès. Le deal qui m'est offert par la couronne, si je plaide coupable, c'est vie 12. Donc, je plaide coupable, je reçois une sentence à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 12 ans. À 23 ans, c'est difficile de concevoir 12 ans. Encore moins perpétuité. Fait que ce qu'il m'offre, ça ne vaut pas tant la peine. Fait que je vais prendre la chance.